se poursuit chaque nuit pour échapper à l'ennui. Tout le monde fuit le malaise du jour qui nuit. Les contrôles de keuf, les embrouilles de seuf. Un remède cool, faire un keuf. La foule déboule, et se défoule dans des clubs. Tout le monde roule des... De retour à Tout le monde en parle en direct ce soir au sujet des attentats de Paris. Janine, il y a quelque chose qu'on n'a pas réglé à la fin de votre entrevue. Qui finance l'État islamique? L'État islamique, en grande partie, se finance par lui-même, par son territoire. Ils exportent du pétrole. En fait, ils font du trafic illégal de pétrole, ce qui leur rapporte énormément. Et ils font du trafic illégal d'antiquités. C'est des villes qui sont des premières villes de l'humanité qu'ils ont entre les mains. Alors, ils arrachent les statues, ils arrachent les œuvres d'art et ils mettent ça sur le marché clandestin. D'accord, merci. Ces attentats revendiqués par l'État islamique secouent les communautés musulmanes du Québec. Pour avoir le pouls de ces communautés, voici Fatima Ouda Pepin et Lamine Foura. Bonsoir et bienvenue à Tout le monde en parle. Fatima, vous êtes politologue et vous êtes une ex-députée libérale du Québec. Lamine, vous êtes journaliste, animateur, secrétaire général et cofondateur du Congrès maghrébin au Québec, ancien candidat aux élections législatives algériennes en 2007. Vous êtes tous les deux musulmans. Rapidement, comment avez-vous réagi quand vous avez appris qu'il y avait eu ces attentats à Paris et à Beyrouth? Bien, premièrement, ces attentats-là ne secouent pas que les communautés musulmanes, ils secouent le monde entier, musulmans ou non musulmans. Ça, c'est la première réaction. Je suis bouleversée, choquée. Mes premières pensées sont pour les victimes et leurs familles. Mes premières pensées sont aussi pour les centaines de milliers de musulmans qui sont sur la ligne de front, sous le feu de Daesh, au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie, et particulièrement les femmes yézidis, et particulièrement les femmes qui sont réduites à l'esclavage sexuel. Moi, ça me trouble à tous les jours. Dans mon cas, c'est surtout de la compassion pour les victimes, des souvenirs douloureux. Je viens d'un pays qui a subi le terrorisme pendant 10 ans, donc ça me rappelle des événements qu'on a vécus en Algérie, où la mobilisation internationale n'était pas au même niveau qu'on voit aujourd'hui, mais qui ont marqué beaucoup de jeunes, surtout de ma génération, qui ont vécu leur jeunesse dans ce contexte-là. J'ai aussi un sentiment d'impuissance, surtout ces derniers événements, pour moi personnellement, faisant beaucoup d'efforts de rapprochement interculturel, faisant beaucoup d'efforts de travail pour permettre à cette communauté de faire partie de ce monde de liberté. Je me trouve un petit peu impuissant par rapport à une situation où on n'a pas le contrôle. Vous avez tous les deux des antennes dans les communautés maghrébines et musulmanes d'ici. Quelles sont les réactions que vous avez entendues? Ben, les mêmes que tout le monde. Les gens sont choqués, bouleversés, attristés. Il faut dire qu'à Paris, il y a des musulmans et des musulmanes qui sont aussi morts parmi les victimes parce que le terrorisme ne fait pas de distinction. Et donc, les gens sont bouleversés et choqués de ça. La question que les gens se posent autour de moi, et je me la pose moi-même, c'est comment se fait-il qu'on est rendu là? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu à ce niveau de terrorisme global et qui est porté au nom et sous la bannière de l'islam? Moi, comme musulmane, je dénonce vigoureusement toute atteinte à la vie qui soit faite au nom d'une justification religieuse ou autre. Nous sommes face à une guerre idéologique. On n'est pas dans une guerre de religion. Et je vous ai entendu aujourd'hui parler beaucoup de la sécurité. Il en faut, c'est important. Mais ce combat, on ne peut pas le gagner uniquement par une approche militaire ou sécuritaire. Il faut qu'on s'équipe parce que le combat qu'on a à mener, c'est au niveau d'une idéologie qui prêche la haine de l'autre, la haine des mécréants. Et ces mouvances islamistes qui sont rendues radicales au point d'être terroristes, ces mouvances islamiques radicales sont en mouvement
depuis la création de la Société des Frères musulmans dans les années 30 en Égypte et depuis 1970 où l'Arabie saoudite, notre amie, la grande amie du Canada et du monde occidental, finance à coût de millions, de dizaines de millions de dollars partout dans le monde musulman et dans l'Occident, incluant le Canada, incluant le Québec, finance la propagation de l'islamisme radical, du salafisme, qui est en train de se répandre comme un cancer dans le monde. Alors ce n'est pas par hasard qu'on est rendu aujourd'hui à l'étape où on est rendu, parce qu'on ne naît pas terroriste, on le devient. On le devient par l'endoctrinement. Et cet endoctrinement, il porte un nom, c'est le salafisme, il porte un bras, c'est l'Arabie saoudite, et c'est l'Arabie saoudite à laquelle on vend des armes, lesquelles armes se retournent contre nous, parce que ces armes-là sont commanditées par l'État islamique et se retrouvent toujours entre les mains des djihadistes. Mais comment vous expliquez qu'on a souvent l'impression que les leaders musulmans d'ici se lèvent mollement pour dénoncer ces attentats-là? Comment se fait-il qu'ils se lèvent mollement? C'est pas qu'ils se lèvent mollement. Les gens, ils comprennent, ils sont terrorisés comme tout le monde. Ils sont peut-être mieux équipés pour comprendre les véritables enjeux. Et moi, je parle à des amis qui auraient pu être ici devant vous ce soir pour vous expliquer mieux que moi ce qui se passe. Vous faites bien ça, là. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, moi, je suis médecin. Je ne veux pas qu'un patient rentre et me plante un couteau dans le cœur. Moi, je suis un enseignant. Je suis là, j'ai les mains nues. Je ne veux pas qu'un élève vienne me tirer dessus. Je veux rentrer le soir et me retrouver avec ma femme et mes enfants autour de la table. Donc, je préfère me taire. Bien, il y a ça. Il y a le fait que les gens ont peur comme tout le monde. La peur, c'est quelque chose qui est humain. C'est comme tout le monde. Mais il y a aussi plus. Il y a le fait que les gens se posent des questions sur notre leadership politique. Les gens ont quitté l'Algérie. Ils ont quitté différents pays musulmans. Ils sont venus ici pour choisir la démocratie, la justice, la liberté. Ils se ramassent ici, à Montréal, au Québec, au Canada, avec des islamistes face à face. On vous a parlé de ce qui s'est passé en Algérie. Moi, je peux vous parler des femmes algériennes qui se faisaient taillader les cuisses, les jambes sur les campus universitaires dans les années 90. Ils sont arrivés à Montréal face à face avec les intégristes qui les avaient torturés. Alors, les gens, ils ont raison d'avoir peur. OK, mais comment les musulmans démocrates doivent-ils réagir pour contrer les radicaux qui agissent en leur nom? Je voudrais quand même réagir par rapport à la question de, je dirais, des solutions possibles pour que des communautés musulmanes se prennent en charge. Je pense que le problème est assez complexe. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un phénomène qui est international, qui est relié à une idéologie. Je ne remets pas en cause le fait qu'il est relié à une idéologie, mais aussi qui est relié à un contexte socio-économique, qui est relié à un débat autour de l'islam, qui ne favorise pas des fois l'émergence d'un débat sur les vrais sujets qui concernent la question de la réforme de l'islam ou autre. Je pense que, oui, l'intégrisme est une source qui pourra alimenter, qui alimentera le terrorisme, mais le combat contre l'intégrisme ne se fait pas dans les plateaux de télévision, ne se fait pas dans les salons, il se fait sur le terrain. Et à mon avis, ce qui nous manque aujourd'hui au sein de la communauté, c'est des personnes qui se présentent, bien sûr, dans les salons de livres, qui se présentent dans les plateaux de télévision, mais qui doivent être en contact avec cette communauté, parce que cette communauté, oui, elle souffre d'une certaine pression de la part des intégrismes, mais aussi elle souffre d'autres problèmes d'intégration. Un médecin lui-même, même s'il est courageux de le faire, il est en recherche d'emploi, il n'a pas le temps de venir mener un combat, parce qu'ils vivent, comme tout le monde, avec leurs problèmes personnels. Alors, je reviens à ma question. Comment les musulmans démocrates doivent-ils réagir pour contrer les radicaux qui agissent en leur nom? À mon avis, le travail doit se faire sur le terrain. Quand je dis sur le terrain, c'est en côtoyant la communauté, c'est en étant en face de ces problèmes. Et moi, personnellement, à titre d'exemple, j'ai eu des positions où j'étais contre l'arrivée de certains prédicateurs. Je suis en contact avec la communauté. Personne ne m'a menacé avec un couteau, à titre d'exemple. Je tiens à le dire. Je suis dans les rangs, Donc, vous encouragez les gens à le faire. Il faudra que les gens réagissent. Il faudra que les gens prennent position, parce que c'est une question citoyenne avant qu'elle soit religieuse. C'est une question d'appartenance à la société. Et à ce niveau-là, suite à ces événements, par exemple, comme ça a été dit par Mme Pépin, c'est que on
on est concerné doublement. C'est qu'on est concerné, premièrement, parce que notre religion, aujourd'hui, elle est prise en otage, mais en même temps, on est concerné comme citoyen de ce monde. Parmi les victimes, l'Algérie a perdu un grand musicien qui a été dans le restaurant. Parmi les victimes, il y a des Tunisiens, il y a des Marocains. Et vous savez que personne des Maghrébins qui sont aussi au Québec, tout le monde a au moins un cousin, une cousine. Ma sœur habitait à 500 mètres des événements. J'ai des cousines, j'ai un oncle qui habite à Paris. Donc nous sommes concernés d'une façon directe, nous sommes touchés dans notre chair, mais péniblement, nous sommes doublement pénalisés. Et c'est un petit peu trop de demander à des gens qui sont des êtres humains comme tout le monde, qui ont leurs problèmes personnels, de prendre en charge un problème mondial qui dépasse les capacités même des États aujourd'hui. Le Canada s'est engagé à accueillir 25 000 réfugiés syriens. À peu près personne ne remet en question ça. C'est un geste humanitaire important. 25 000 le nombre, 25 000 la vitesse. Est-ce que vous voyez que des radicaux pourraient s'infiltrer parmi eux? Je pense que c'est une question qui se pose légitimement. C'est une probabilité, c'est-à-dire il n'y a personne qui peut répondre de façon affirmative ou négative à cette question-là parce qu'on ne le saura pas tant et aussi longtemps que ce n'est pas arrivé. Mais on a un précédent, là. Il y a quelqu'un qui est rentré en Grèce. Oui, vous avez raison, on a un précédent, c'est vrai, il y a eu un précédent en France. Ouais. Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre la nécessité et de la sécurité, parce que c'est aussi un besoin légitime, mais en même temps, il faudrait qu'on garde aussi notre tradition d'accueil. Mais l'accueil, c'est de faire ça de façon aussi vite. Personnellement, je suis aussi très sensibilisée à la question parce que moi-même, j'ai vécu le processus d'intégration. Ce n'est pas quelque chose qui se fait très rapidement. Il faut qu'on puisse accueillir les gens adéquatement, qu'on puisse leur donner aussi le temps de s'approprier la société québécoise et de faire leur chemin. Ça prend 3 générations pour madame pour s'intégrer, mais il faut donner ce temps-là. Mais on ne peut pas faire la guerre à la Syrie, provoquer justement avoir tous ces camps de réfugiés, puis pas faire notre devoir de les accueillir. Là, ça équivaut à la Deuxième Guerre mondiale, quand on a laissé passer des bateaux de Juifs, qu'on les a retournés en Europe. Il faut être un peu cohérent. Là. On fait la guerre, il y a des réfugiés à cause de cette guerre, mais il faut les accueillir, et puis il y a un risque. Mais moi, je pense que notre devoir de protéger les personnes vulnérables, c'est indépendamment de la guerre. Lorsque nous avons accueilli les réfugiés vietnamiens, par exemple, les Boat People, ils n'ont pas fui la guerre, ils ont fui la misère immédiate. Mais nous avons accueilli des réfugiés de partout dans le monde. Et cette tradition et cette obligation morale, nous devons continuer à l'assumer. Sauf que il faut évidemment savoir à qui on a affaire. Il faut que les services de renseignement, il faut que les services de sécurité s'assurent que les personnes qui rentrent au Canada, c'est des personnes qui vont pouvoir faire leur place et ne viennent pas remettre en question la sécurité des citoyens. Ceci étant dit, je terminerai en disant que la sécurité, c'est pas seulement l'affaire des réfugiés ou des immigrants. Les intégristes, ils sont partout. Et au moment où on se parle, ils peuvent agir à partir des sociétés occidentales, incluant les États-Unis, incluant le Canada. C'est pas juste l'immigration qui va être la porte d'entrée de ces éléments-là. Ils sont déjà présents. Alors, oui, Lamine. C'est très important quand on traite de ce genre de questions. C'est sûr que rien ne justifie le terrorisme, mais il faudra revenir aux raisons. Et ces raisons sont complexes, parce que c'est intéressant de voir qu'on parle d'intégration. Les premières indications indiquent qu'on parle de personnes de 3e, 4e génération. Donc, c'est pas une question d'intégration, c'est des Français qui sont le produit de l'école française et qui sont produits de la société française. Donc, quand on parle de la question des réfugiés... Mais qui vivent quand même le clivage. Oui, exactement. Mais pour dire, c'est au-delà de la question de réfugiés. En général, les premières générations sont trop soucieux de garder leur statut parce qu'ils sont fragilisés par ce qu'ils ont quitté et par ce qu'ils cherchent à avoir. Donc, le défi, c'est pas une question d'intégration. Et c'est important aussi de ne pas évacuer toutes les questions. La guerre, notre intervention occidentale en général, en Syrie, en Libye, on a créé des arrière-plans de développement de ces groupes terroristes. Et ces interventions et tout acte refusé ou recevoir des réfugiés a un impact positif. Il faudra qu'on réfléchisse loin des émotions et loin des points de vue idéologiques. Je pense que le moment est venu que toute personne doit mettre à côté ses points de vue idéologiques et politiques sur des questions de l'intégration, du modèle d'intégration, et se concentrer sur un phénomène mondial qui est une question de sécurité, relié à une idéologie qu'il faudra aussi combattre, mais loin des clivages politiques et des clivages idéologiques. On a vu récemment un papa au Québec qui a dénoncé son fils.
Il y a eu un terroriste en France, ils ont interrogé son frère en garde à vue. Il a dit « J'avais perdu de vue mon frère, il avait été radicalisé il y a quelques années. » Bref, il ne l'a pas fréquenté, mais il n'en a pas parlé. Est-ce que les gens qui ne parlent pas sont de réels complices et qui savent? Moi, ce que je sais de certains cas qui sont proches, à ma connaissance, c'est les parents sont au désarroi. Les parents communiquent avec les services de sécurité, avec la Sûreté du Québec, etc., le service de la police de Montréal, pour rapporter les faits, pour dénoncer. Et ce qui arrive, de ce que je sais, c'est que les services intégrés, parce qu'il y a un service intégré maintenant de la sécurité, ils accompagnent les parents. Il y a un service d'accompagnement, on les aide, on garde le contact, etc. Mais les parents, musulmans en particulier, ils ne veulent pas que leurs enfants se radicalisent, au contraire. Non, mais quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, c'est que les parents vont dénoncer le fait. Mais peu le font. Et ils s'attendent, en règle générale, oui, ils s'attendent à ce que les autorités compétentes puissent prendre en charge le cas. Je voudrais aussi, en terminant, dire, parce que j'ai entendu dire que ce n'est pas un problème, il faut s'éloigner de l'idéologie de la politique. Ben, au contraire, nous sommes en plein dans l'idéologie, nous sommes en plein dans la politique. Ce problème-là ne peut pas se régler uniquement de façon militaire. Il faut l'aborder de façon politique, il faut l'aborder de façon sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan national et même sur le plan local, parce qu'il y a des ramifications à chacun de ces niveaux-là. C'est-à-dire, quand on regarde les écarts de richesse dans le monde, c'est pas pour rien que les gens quittent, pas en dehors de la guerre, que les gens quittent leur pays, parce qu'ils veulent améliorer leurs conditions de vie. Parce qu'il y a ce problème de terrorisme. La région du Moyen-Orient est complètement sans dessus-dessous. Les peuples qui souffrent le plus actuellement, c'est ceux qui sont sur la ligne de front par rapport à cette violence et ce terrorisme, et particulièrement les femmes. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un plan à long terme pour d'investir dans la démocratisation des sociétés et non pas dans la militarisation ouais. Voilà, des sociétés. Et pourquoi est-ce qu'on ne travaillerait pas avec les sociétés civiles? C'est du long terme, c'est de l'éducation, c'est de l'accompagnement, mais c'est plus garant de quelque chose qui va amener un véritable changement que d'essayer d'imposer la démocratie par en haut en faisant croire qu'en faisant tomber la statue de Saddam Hussein, la démocratie va s'instaurer comme par magie. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut travailler au niveau du terrain avec les populations, avec les dimensions humaines. Et j'ai beaucoup d'idées, évidemment, on n'a pas le temps ici d'en parler, mais pour moi, personnellement, c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'intéresse. Il faut qu'on y arrive, il faut qu'on mette les préjugés de côté, la bonne volonté de l'avant, et il faut qu'on se mette ensemble à réfléchir sur les façons de pacifier notre monde. On est rendu à vivre dans un monde de guerre, il n'y a pas un continent presque qui échappe à des conflits, et de façon plus intensive au Moyen-Orient actuellement, et aussi en Afrique. Puisque vous soulevez la question des réfugiés, je voudrais dire un mot. L'Afrique supporte le plus lourd fardeau des réfugiés actuellement dans le monde, avec très peu de moyens. Et malheureusement, on n'en parle pas. Par centaines de milliers, les réfugiés débordent en Afrique. En Afrique. Lamine, beaucoup de pression, le mot de la fin? C'est-à-dire que je dirais que nous sommes en face d'un phénomène qui nous interpelle tous. C'est l'idée, quand je parlais de l'importance d'écarter, je parlais essentiellement des positions idéologiques fermées. Il faudra focuser et se concentrer sur la résolution de certains problèmes. Quand on parle de la participation des parents, par exemple, à faire face à la radicalisation, ça va dépendre du lien de confiance que ces parents ils ont avec les institutions. En France, ce lien est brisé, c'est une réalité depuis des années pour plein de problèmes. Je pense qu'au Québec, on est encore dans une situation de lien de confiance à établir entre le gouvernement et les communautés. Il faudra vraiment maintenir ce lien et éviter de créer un amalgame qui va tout simplement donner raison à ces terroristes, parce que leur idéologie consiste à dire que c'est des ennemis, donc il faudra, même s'ils vous accueillent, ils ne vont pas vous considérer comme étant des citoyens avec les pleins droits. Merci à vous deux. On vous revient tout de suite après la fête.